Bonjour à tous, merci de votre participation à Biomime Expo. Donc là, je ne vais pas vous parler vraiment du biomimétisme en tant que tel, parce que vous avez plein d'exemples dans la salle, Tariq vous en donnera plein tout à l'heure. Là, je vais vous parler de, d'accord, le biomimétisme, on en est où en France et à l'international, et comment est-ce que le CBIO se positionne dans ce contexte-là, et quel rôle, nous, on va jouer dans ce contexte-là. Donc le biomimétisme, évidemment, on en entend de plus en plus parler. Si vous êtes là, ce n'est pas par hasard. Les médias se sont emparés de ce sujet-là depuis les dernières années. Et en France, sur les quelques derniers mois, ça a été assez fulgurant. Et au-delà de ce buzz, c'est vraiment une tendance. Puisque si on regarde la publication scientifique et les brevets, on voit clairement sur la dernière décennie une évolution vraiment significative, voire exponentielle, des travaux et contributions en biomimétisme. Alors dans des domaines en particulier que sont la chimie, les matériaux et l'ingénierie, tout simplement parce que ce sont des domaines transversaux à l'ensemble des filières industrielles, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui travaillent aussi sur ces aspects-là. Avec des pays particulièrement en avance, Chine et États-Unis, pareil, pour des raisons évidentes de ressources humaines, ce sont des très grands pays, donc avec énormément de publications. Et on verra tout à l'heure qu'en Europe, il y a des pays aussi qui sont très très en avance, en particulier l'Allemagne, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors pourquoi le biomimétisme? Finalement, ça existe depuis, et Tariq en reparlera un petit peu tout à l'heure, le biomimétisme, ça a toujours existé, ça existe depuis l'aube de l'humanité avec les techniques de chasse. Nos grands philosophes se sont penchés dessus, nos grands inventeurs comme Léonard de Vinci, évidemment, s'en inspiraient déjà beaucoup du vivant. Alors pourquoi aujourd'hui on observe des courbes comme ça? Eh bien, c'est parce que réaliser que la découverte de l'ADN, c'était il y a 5 décennies, 5-6 décennies, la découverte de la structure de l'ADN, c'était il y a 5-6 décennies. Aujourd'hui, évidemment, on manipule génétiquement des organismes, donc nos connaissances du vivant ont considérablement évolué. Et ça, c'est dû à, d'une part, une évolution remarquable des techniques d'exploration, que ce soit à l'échelle microscopique ou à l'échelle satellitaire, et aussi une progression remarquable des technologies qui nous permettent d'envisager de reproduire le vivant, notamment dans le domaine des matériaux, par la maîtrise de la nanostructuration de la matière, par la manufacture additive. Aujourd'hui, on sait faire des choses qui nous permettent d'envisager de reproduire les matériaux du vivant. Et puis, par ailleurs, on est tous maintenant conscients, on a accueilli la COP au mois de décembre, on est tous conscients maintenant de grands enjeux, des limites du développement actuel, et donc on a besoin d'innover autrement, de changer de paradigme, de décloisonner les silos, et c'est là où le biomimétisme commence à être intéressant, c'est parce qu'il permet de répondre en partie à ces enjeux-là. Donc au niveau international, et en particulier européen, sur lequel je vais me pencher aujourd'hui, puis de toute façon je connais un peu moins ce qui se passe beaucoup plus loin, mais vous avez, voilà, en Europe, vous avez l'Allemagne à droite, avec ses 10 réseaux de compétences nationales et régionales en biomimétisme, et puis à gauche, ce qui se passe voilà, beaucoup plus modestement dans différents pays, avec la France et la Suisse, France, Suisse et Royaume-Uni qui se positionnent quand même bien en termes de structuration et de compétences académiques, mais l'Allemagne voilà, a 15 ans d'avance sur le sujet du biomimétisme. Il y a 15 ans, l'équivalent du CBIOS. Alors, ils n'ont pas la chance d'avoir la caserne, mais en tout cas, le réseau du biomimétisme qu'ils ont développé leur a permis de faire en sorte que les chercheurs se rencontrent, s'organisent, rendent visibles leurs travaux auprès des entreprises, et ces entreprises s'approprient le sujet. Et 15 ans plus tard, on aboutit à des centres de recherche et techniques absolument remarquables. Sur les 3 dernières années, vous avez plusieurs centres qui ont été constitués en Allemagne. Alors celui-ci, c'est un des plus spectaculaires. C'est un centre de recherche. Alors là, c'est des travaux notamment présentés à Stuttgart, mais c'est une collaboration entre l'université de Stuttgart, de Tübingen et de Fribourg en Allemagne. On parle de, je ne vais pas vous donner des montants précis, mais on parle de, voilà, de au moins 30 à 40 millions d'euros sur 12 ans. Et là, ils s'intéressent en particulier à tout ce qui est structure dans le vivant et leur application dans l'architecture. Et alors, par exemple, dans les travaux vraiment où il y a déjà un aboutissement industriel, vous avez donc tout en haut à droite, là, le grand bâtiment, c'était le pavillon allemand lors de l'exposition universelle en Corée du Sud, qui est couverte d'ombrières dont le produit, ça s'appelle le flectophine. Et en fait, c'est un botaniste à la base qui s'appelle Thomas Speck, qui travaille donc sur tout ce qui est les courbures et les mouvements chez les plantes. Et en fait, donc, les mouvements des plantes sont générés très fortement par des inversions de courbure.
Et donc il s'est dit, là où nous, on va mettre des charnières, on va mettre plein de vis partout pour générer des mouvements, des motorisations, en fait, si on arrivait à contrôler sur des grandes distances, des inversions de courbure et des changements de courbure, on peut arriver à faire des choses beaucoup plus simples mécaniquement et qui marchent très bien. Et donc il s'est inspiré de ça. Vous savez, cette plante-là, l'oiseau du paradis, je ne sais pas, je pense pas. Ah si, il y en a une justement là-bas, sur une des photos là-bas, vous verrez, il y a un oiseau du paradis. C'est une plante où en fait l'oiseau vient se poser sur un des pétales, la plante s'ouvre au moment où il se pose, juste par le poids en fait, de l'oiseau, et elle vient s'ouvrir pour qu'il puisse accéder au nectar. C'est exactement le même principe de ces ombrières. Il a travaillé la courbure pour qu'on va venir appliquer une toute petite torsion aux deux extrémités, là tout en haut, et ça va créer un très grand mouvement en fait, de toute la structure. Donc voilà, des choses comme ça. Et dans les travaux, je vous encourage à aller regarder un petit peu ces vidéos et son site internet. Hakim Menges travaille sur des pavillons expérimentaux. Il en fait un tous les ans, il en est au 10e. En s'inspirant de stratégies de tissage de l'araignée, de l'imbrication des coquilles de certains mollusques et crustacés, pour pouvoir imaginer des systèmes de conception architecturaux complètement en rupture par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc il y a un exemple notamment où il s'est inspiré, vous savez, vous avez une araignée qui vit sous l'eau, et pour vivre sous l'eau, en fait, elle capture une bulle d'air, et ensuite elle vient tapisser l'intérieur de la bulle d'air de fils d'araignée pour conserver en fait, et rigidifier la bulle d'air et rester en dessous, en fait, sous l'eau. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, on pourrait très bien imaginer, on fait gonfler une structure, dedans avec un robot, on vient imprimer, alors là en l'occurrence c'est de la fibre de carbone, mais on pourrait imaginer autre chose, et puis on va créer une structure avec un minimum de matière qui est autoportante, et donc il avait fait un pavillon de cette sorte-là. Il a aussi fait un pavillon respirant. C'est-à-dire, vous avez par exemple la pomme de pin. La pomme de pin est vous êtes tous amusés, je pense, à tremper et faire sécher une pomme de pin. Elle s'ouvre et se ferme de façon passive. Donc vous n'avez pas besoin d'apporter de l'énergie pour le faire. Elle s'ouvre et se ferme en fonction de l'humidité extérieure. Et ça, c'est dû, je ne vais pas rentrer dans les détails, à la composition en fait différentes des écailles sur la face intérieure et la face extérieure qui font qu'elles réagissent différemment à l'humidité. Elles vont gonfler ou dégonfler. Ça fait un peu comme si c'était un muscle et donc ça va s'ouvrir et se fermer. Et donc il a fait exactement le même principe. Je crois que, non, là elle n'y est pas sur la photo. Il a développé des façades ou des façades concept avec du contreplaqué qui imite en fait la structure composition de la pomme de pin. Et donc vous avez des façades qui, en fonction de l'humidité intérieure-extérieure, et la différence entre l'humidité intérieure-extérieure, vont s'ouvrir et se fermer de façon passive. Et donc on est sur du biosourcé, entièrement biodégradable, produit de façon extrêmement simple et qui permet d'obtenir des solutions passives. Donc les Allemands sont très en avance. Je ne vous présente pas là, mais ils ont encore 2 autres centres dédiés aux matériaux bio-inspirés, que ce soit à l'échelle des centimétriques, mais aussi aux échelles beaucoup plus petites, type moléculaire, et ils s'intéressent beaucoup aux assemblages moléculaires. Voilà, pour dire qu'il y a vraiment un engouement. La Suisse, qui est aussi évidemment en termes de recherche académique extrêmement puissante en Europe, voilà, s'est positionnée, ça a un an et demi, s'est positionné. Ils ont fédéré l'ensemble des labos qui travaillaient sur le biomimétisme en Suisse autour d'un centre de recherche à Fribourg en Suisse, cette fois-ci, sur les matériaux bio-inspirés. Donc voilà, on parle de budgets qui sont de l'ordre de 30 millions d'euros. Au Royaume-Uni, ils sont en train de se restructurer aussi, et leur intérêt, eux, c'est la manufacture, parce qu'on peut s'inspirer aussi bien du résultat, c'est-à-dire on prend la structure du matériau, on essaie de la reproduire, mais on peut aussi s'inspirer de tout le processus de fabrication, puisque les processus de fabrication naturelle, ils sont en général économes en énergie, économes en matière, économes en ressources de façon générale. Et donc c'est intéressant de réfléchir aussi à la façon dont ces produits et ces matériaux du vivant sont manufacturés. Et donc le Royaume-Uni est en train de se positionner là-dessus. Alors en France, on en est où? Mais en France, c'est ça qui est frustrant, c'est qu'en France, on a des compétences absolument remarquables du point de vue académique, reconnues à l'échelle internationale. Beaucoup de directeurs des centres de recherche et des laboratoires français sont des gens qui sont primés, qui ont des médailles du CNRS, qui sont présidents de l'ABEX, laboratoire d'excellence, voire d'IDEX, Institut d'excellence. Donc on a environ 130 laboratoires répartis sur
toutes les thématiques auxquelles le biomimétisme peut s'appliquer, hein, dans l'énergie avec l'imitation de la photosynthèse pour produire de l'hydrogène, dans le domaine des matériaux, hein, avec des gens qui essayent de reproduire la nacre de l'ormeau, hein, qui est la céramique, une céramique extrêmement performante, alors que la composition chimique c'est la même que la craie. Eh bien, la nacre arrive, enfin le mollusque arrive à créer une céramique qui est extrêmement résistante. Dans le domaine de la chimie, alors hier on a eu la chance justement d'avoir Jacques Livage, et Jacques Livage est un des grands chimistes français donc convaincu de la pertinence de l'approche bio-inspirée et qui s'inspire donc des petites carapaces des diatomées, ces microalgues qui fabriquent du verre dans l'eau à température et pression modérée. Donc je ne vous rappelle pas comment nous on fabrique du verre, hein, nous on chauffe à très haute température. Et donc voilà, c'est un exemple typique de la chimie. Dans le domaine de l'information, le vivant, s'il arrive à être optimisé du point de vue de la consommation d'énergie et de matière, c'est parce qu'il sait très très bien gérer l'information depuis le stockage, hein, notamment moléculaire, son analyse, penser à un réseau de neurones, hein, et également dans les systèmes. On a eu hier la chance d'avoir Stéphane Violet qui nous présentait typiquement ses travaux sur les systèmes de navigation et de vision et de perception visuelle chez les insectes, en particulier chez certaines mouches. C'est absolument remarquable parce que sur des mécanismes extrêmement simples, vous avez tous vu des mouches voler, elles ont une maîtrise du vol et de la perception spatiale qui est absolument remarquable en ayant des systèmes d'analyse qui sont quand même relativement simples. Donc on a toutes les compétences qu'il faut, sauf qu'elles ne sont pas structurées. Et la première prise de conscience un petit peu politique de l'enjeu du biométisme en France, ça a été Dominique Dron, ancienne commissaire générale au développement durable. Ce rapport, il est téléchargeable, vous pouvez aller chercher. Il fait 150 pages, donc bon courage. Et donc, c'est l'étude de la contribution du biométisme pour une économie verte en France. Donc, on est assez content que ce soit le ministère de l'écologie qui se soit saisi du sujet parce qu'on espère bien sûr que le ministère de la Recherche et le ministère de l'Industrie vont prendre le relais. Mais je pense que c'est intéressant dans le cadrage de la démarche de dire d'accord, on va faire de l'innovation, mais on va faire de l'innovation responsable parce qu'aujourd'hui, de toute façon, il va falloir que ça rentre dans la grammaire de l'ensemble des inventeurs et des ingénieurs. C'est que voilà, on va le faire, oui, mais il faut le faire quand même bien. Et donc c'est le ministère de l'écologie qui s'est saisi de ce sujet-là. Et donc, ils ont fait un premier état de l'art qui correspond à peu près à ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, même s'ils n'avaient pas été aussi exhaustifs que l'analyse que nous, on a faite. Voilà, avec des compétences, évidemment, pareil, dans les chimies, dans les matériaux, l'énergie et l'agriculture. Donc il est téléchargeable. Beaucoup plus récemment, donc ça date de 2015, donc Ségolène Royal, hein, ministre de l'écologie, aime beaucoup le sujet du biomimétisme. Elle y voit un levier à la fois de l'innovation et du renouveau industriel, mais aussi un levier pour la conservation de la biodiversité, puisque voilà, la biodiversité, c'est un formidable réservoir de connaissances qu'on est en train de détruire. Donc on est en train de se priver potentiellement de toute une série d'aspirations et d'innovations absolument remarquables. Et donc, elle a intégré le biomimétisme au projet de loi biodiversité et aux missions et aux sujets que devra promouvoir l'Agence française pour la biodiversité. Enfin, je suppose que la plupart d'entre vous en avez entendu parler. Hein. Cette agence sera créée officiellement. Elle est en préfiguration. Elle sera créée officiellement à partir de 2017. Et hier, il y avait justement, hier après-midi, plusieurs représentants de cet écosystème de la biodiversité et de l'Agence française de la biodiversité qui sont venus témoigner de leur intérêt pour l'approche biomimétique dans ce contexte. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on essaye de réconcilier biodiversité et économie. Ce n'est pas forcément facile pour les entreprises d'appréhender cette question de la biodiversité parce que les impacts sont souvent indirects. Ils ne se sentent pas forcément concernés du point de vue de leur activité économique. Ils peuvent se sentir concernés du point de vue individuel, du point de vue éthique éventuellement par une sensibilité, mais pas du point de vue du tout économique. C'est quelque chose qui vient les enquiquiner plus qu'autre chose. Et donc quand on leur parle de biomimétisme, c'est toute autre façon d'aborder avec eux l'enjeu de la biodiversité et de leur faire changer de regard et saisir ces opportunités-là. On aura la chance tout à l'heure d'avoir Patricia Ricard, et donc Patricia Ricard, donc petite fille de Monsieur Ricard, présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard, hein, qui se bat pour la protection des océans depuis plusieurs années, a aussi joué un rôle fort hein, dans la promotion du biométisme. Elle vient de rejoindre le conseil d'administration du CBIOS et elle a été à l'initiative d'une étude récente hein, qui date de septembre 2015, qui a été adoptée à l'unanimité avec 100% des votes, donc d'un rapport en faveur du biométisme en France et du développement du biométisme en France, avec une feuille de route et une proposition de feuille de route auprès du gouvernement pour pousser cette approche. Elle viendra nous en reparler peut-être un tout petit peu tout à l'heure.
Et donc c'est vraiment dans ce contexte-là que le CBIOS se positionne. Donc pour vous faire un petit rappel peut-être historique du CBIOS, hein, donc ce projet il a été amorcé par la ville de Senlis. On n'est pas une commande d'État, on n'est pas une commande industrielle, ce qui fait à la fois toute sa force mais aussi toutes les difficultés peut-être pour convaincre et affirmer ce positionnement. Mais voilà, je pense que maintenant ce chemin-là est parcouru et maintenant on rentre vraiment dans la phase opérationnelle. Et donc c'est aujourd'hui, là nous sommes, alors j'ai pas de pointeur je crois, aujourd'hui nous sommes dans le bâtiment bleu, en plein milieu, l'ancien manège à chevaux, parce qu'il faut savoir que pendant des décennies, ce site a accueilli donc l'armée, au début à cheval, et donc vous avez beaucoup d'héritage historique de cette occupation, avec donc le manège, ensuite qui a été transformé en gymnase et qui aujourd'hui voilà, joue son rôle d'accueil, lieu de rencontre pour des événements comme celui-ci. En vert à gauche, et vous irez tout à l'heure voir des films, vous verrez il y a d'autres sessions qui sont organisées en parallèle dans des salles à gauche. Ce sont les anciennes écuries. Ce qui est intéressant, c'est que ces bâtiments, c'est 200 mètres carrés sans poteau, avec 10 mètres sous plafond. Et donc vous pouvez, comme le biométisme, ça s'applique un petit peu à tout. On aura forcément besoin de prototyper, des fois des choses assez grandes, et ben ça s'y prête particulièrement bien. Puis les deux bâtiments rouges qui sont au fond, devant, il y en a un des deux qui est occupé, l'autre il y a besoin de travaux, hein, parce qu'on a récupéré les clés du site début 2015, donc c'est tout récent. Donc on monte en puissance progressivement. Donc on a aujourd'hui un des deux bâtiments, celui de gauche en bas à gauche qui accueille les bureaux, le tertiaire, quelques petits labos. Donc on a quasiment rempli tout ce bâtiment-là. Et puis, à terme, seront remis en état les logements, qui sont les bâtiments verts à droite. Hein, c'était 180 logements à peu près. Les bâtiments, le gros bâtiment violet, qui est juste en fait ici, derrière nous, là, qui était l'ancien réfectoire. Le très joli bâtiment, peut-être que certains d'entre vous auront la curiosité de se balader, donc c'était le mess des officiers, hein, donc c'était le carré VIP à l'époque de son occupation militaire. Il sera transformé en salle de séminaire. Et puis derrière, là, vous avez un grand terrain qui est une réserve foncière qui historiquement était une parcelle de maraîchage et qui va être, qu'on souhaite pouvoir réutiliser pour faire de l'expérimentation justement agricole. C'est-à-dire qu'est-ce que le biométisme nous apprend en termes de gestion des écosystèmes pour repenser une agriculture qui est un petit peu différente quand même de celle qu'on est en train de pratiquer aujourd'hui et qui surtout repense des rendements importants sur des toutes petites surfaces, parce que c'est vraiment l'enjeu. Si on veut relocaliser l'alimentation, il faut repenser une agriculture réaliste et réalisable sur des petites surfaces. Donc il faut pouvoir optimiser des rendements sur des petites surfaces, et le biométisme est une très bonne façon pour y arriver, parce que vous prenez une forêt, vous avez énormément de biomasse au mètre carré, et pourtant ça fonctionne sans trop d'intervention extérieure. Et donc il y a plein de modèles qui sont en train d'expérimenter, du très low-tech, c'est-à-dire on va juste recréer tout l'écosystème et puis on va intervenir le moins possible du point de vue technique, jusqu'à des nouvelles approches qui ressemblent plutôt à des approches type spatiales, hein, mais qui peuvent être intéressantes dans certains contextes où on va venir maîtriser absolument tout. Et voilà, ce sont ces deux approches-là, et on n'a pas envie d'être extrême et de pousser forcément que au low-tech. On veut que tout ça puisse être comparé, expérimenté, parce qu'on pense que selon les contextes, certains vont être plus ou moins pertinents. Et donc nos missions au CBIOS, c'est pas d'être, donc on s'appelle Centre européen d'excellence en biométisme. Donc pompeux, mais donc c'est un projet ambitieux, pas prétentieux, hein, j'aime bien dire ça. C'est-à-dire que les experts, quand on dit centre européen, vous avez bien vu tout à l'heure, je vous ai montré, il y a d'autres centres qui existent, mais c'est des centres de recherche. Nous, on n'a pas vocation à être un centre de recherche. Nous, on veut être un lieu de démonstration, on veut être un démonstrateur. On veut être le lieu où va se faire la jonction entre la recherche fondamentale et la production industrielle. Et c'est vraiment à ce niveau-là que ça pêche aujourd'hui en biométisme, c'est comment on fait le lien entre des connaissances académiques souvent inaccessibles et puis une recherche très aval qui, elle, va se développer au sein des entreprises. Et il nous manque toujours ce pont. Ce n'est pas forcément propre au biomimétisme, hein, mais c'est particulièrement vrai dans le cas du biomimétisme. Donc l'objectif, c'est de se positionner là et donc d'héberger sur le site des projets qui vont être des projets relativement courts dans le temps. Et donc, on va être là pour incuber. Voilà. On a un incubateur, une pépinière, ça peut porter plein de termes différents. On a vraiment ce projet-là, mais on aimerait aussi que ce soit un bouillon effervescent de culture. Donc on va accueillir bientôt des résidences d'artistes, parce que je pense que le biométisme se prête énormément à des réflexions qui vont au-delà de la science technique pure. Hein. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin dans la réflexion. Donc on va avoir aussi des résidences d'artistes, on espère avoir des résidences de designers sur le site, et donc de faire en sorte que tout cet écosystème-là, qui n'a pas du tout l'habitude d'échanger et de parler ensemble, puisse se rencontrer ici. Et donc on a un rôle de fédération des acteurs. Donc jusqu'à présent, il n'y a eu que des
cartographie expérimentale du biomimétisme, très incomplète. Et donc, voilà, je ne sais pas si Marilène est arrivée dans la salle, mais on a quelqu'un qui nous a fait une cartographie très exhaustive de ce qui se passe en France. C'est pas facile d'identifier les compétences académiques parce que le mot biomimétisme ou bio-inspiré ou tout mot associé relativement facile et intuitif n'apparaît pas forcément dans les intitulés des laboratoires et des projets. Donc il faut aller chercher quasiment au coup par coup, aller regarder les programmes de tous les colloques, aller rencontrer les laboratoires qui vont vous parler de quelqu'un d'autre avec qui ils collaborent. Et donc comme ça, on élabore une cartographie relativement exhaustive. Donc je vous dis, on en est maintenant à environ 130 équipes de recherche, 170 projets en lien avec le biomimétisme, 70 entreprises. Donc voilà, donc on a cartographié tout ça, on a rencontré énormément de ces personnes-là parce que ça ne suffit pas de juste dire, voilà, ils sont là. Et puis un jour, on va les contacter et puis on va pouvoir travailler ensemble. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut aller les rencontrer, il faut aller parler avec eux, comprendre quels sont leurs besoins, comprendre quelles sont leurs attentes et du coup être sûr que ce qu'on leur propose, ça sera vraiment pertinent et pas créer encore un nouvel outil énorme qui ne sert finalement pas à grand-chose. Donc vraiment, on a cet aspect de consultation et puis de fédération en confiance de ce réseau-là académique. Et puis maintenant, il faut l'animer. Bon, maintenant, on est content, on a la cartographie, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, il y a un rôle d'animation absolument fondamental à mener, parce que les gens, ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas comment s'y prendre. Voilà. En général, quand on fait une conférence sur le biomimétisme auprès des entreprises, ils disent tous, mais oh, c'est génial, ok, je suis convaincue, comment je fais? Et donc, ils ne savent pas. Et donc, il faut que nous, on puisse animer ce réseau-là pour faire en sorte que les bonnes personnes se rencontrent sur les bons projets au bon moment. Donc, notre rôle, c'est vraiment d'être un pont, d'être un hub entre les différentes disciplines et de faire en sorte que si voilà, un industriel nous dit, voilà, on a telle problématique technique, ben, nous, on va le reformuler avec lui pour voir c'est quoi finalement ce qui va mieux le correspondre du point de vue de la biologie. Et puis, on va mettre autour de la table tous ces experts qu'on a identifiés. On va choisir ceux qui sont les plus pertinents pour venir travailler avec eux. Et puis, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, on a la chance d'avoir de longue date, dès le démarrage du projet, des liens très privilégiés avec le Muséum d'histoire naturelle. Et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est vraiment une chance que de pouvoir s'appuyer sur le Muséum d'histoire naturelle quand on veut faire du biomimétisme. Il y a un énorme enjeu de formation, on en a reparlé hier, il y a eu une table ronde de formation, on en a reparlé avec les chercheurs, on en a reparlé avec les entreprises. Toutes les parties prenantes disent qu'il y a un problème de formation. En Allemagne, voilà, aujourd'hui, quand on a plein d'étudiants, je ne sais plus à combien j'en suis, je ne compte même plus le nombre d'étudiants qui me demandent comment je me forme au biomimétisme. Je ne sais pas comment faire, j'ai envie de m'impliquer là-dedans, mais comment je fais? C'est quoi la bonne formation? Et la réponse, c'est vous avez une spécificité technique, vous êtes spécialisé en matériaux, gardez cette spécificité matériaux, mais apprenez un petit peu de bio et essayez d'aller rencontrer des gens et des applications concrètes de biomimétisme appliquées aux matériaux. Mais tout ça, voilà, tout ça n'est absolument pas structuré. L'Allemagne, ils ont 10 cursus au moins de formation sur biomimétisme. En Autriche, ils ont mis en place un master complet. Et nous, notre objectif, c'est pas de faire ça nous, mais de faire en sorte que tous ceux qui donnent déjà des petits cours à droite à gauche, on les fédère et qu'on puisse rendre ça accessible au plus grand nombre. La seule chose que nous, on propose à ce stade, parce qu'on considère que c'est là où on est pertinent, c'est une porte d'entrée vers la formation, c'est-à-dire qu'on a une formation de sensibilisation générale, et j'y reviendrai, qu'on est en train de proposer. Et puis on veut aller beaucoup plus loin, bien sûr, pour faire en sorte que toutes les parties prenantes légitimes sur la formation s'y retrouvent et se positionnent. Et ensuite, voilà, donc ça, on a un enjeu de montrer, démontrer. Donc, alors, on a ouvert les portes des premiers locaux il y a 1 an. Donc, aujourd'hui, la façon de démontrer, c'est de faire des événements comme Biomimexpo. Et puis, demain, ce sera d'avoir sur le site plein de projets sur lesquels on pourra s'appuyer pour expliquer aux gens, voilà ce que c'est le biomimétisme, et ça marche. Et plein d'industriels avant vous et de chercheurs avant vous l'ont fait, donc allez-y vous aussi. Et donc, en termes de phasage de projet, donc je vais vous passer tous les détails administratifs, mais en gros, voilà, le projet il a été annoncé en 2011-2012 et on a fait une étude de faisabilité du projet. Enfin, la ville de Senlis a fait une étude de faisabilité du projet. En 2013-2014, s'est fait toute la négociation. Donc ça, c'est des choses qui prennent 1 an. La négociation pour récupérer un site militaire, ça prend 1 an. On a réfléchi à ça va être quoi le bon mode de gouvernance d'un projet comme ça, où il y a une ville, où il y a un projet d'intérêt général, où il va y avoir des entreprises. Voilà, en termes de gouvernance, c'est pas si simple que ça à acter. Et donc en 2015-2016, on est vraiment rentré en phase opérationnelle. Et en 2015, on a statué sur la gouvernance du site. Et donc la ville de Senlis reste propriétaire du site. Il y a une discussion en cours sur comment va se gérer le foncier. Donc ça, on parle juste du patrimoine foncier. Donc il y a 25 000 m², 10 hectares. Donc c'est un petit peu de travail quand même, de réfléchir au réaménagement de tout ça et l'organisation de tout ça et au modèle financier de tout ça. Et puis en 2015 a été aussi constituée l'association CEBIOS, que je représente,
qui a donc ce rôle de hub, d'apporter le contenu de tout ce qui va se faire sur ce site. Et donc, on est donc après sur 2017-2018, évidemment, l'objectif c'est d'avoir de plus en plus d'actions, de plus d'activités sur le site, etc., etc. Aujourd'hui, on a une dizaine de structures qui sont implantées sur le site. On a quasiment donc tout un bâtiment qui est occupé. Les autres bâtiments, il faut d'abord faire des travaux pour pouvoir les occuper, mais on commence à atteindre le seuil de remplissage des bâtiments, en tout cas disponibles et en l'état. Et donc l'association CBIOS est constituée maintenant de cet écosystème-là. Donc je vous rappelle, on a été juridiquement structuré en août 2015 et on a amorcé les actions opérationnelles en 2016. Donc ça, c'est depuis pas si longtemps que ça. Et donc, enfin, de mi-2015, on va dire. Et donc, la première ligne, ce sont l'ensemble de nos membres fondateurs. Donc, aujourd'hui, la présidence est assurée par le pôle de compétitivité Matikem, qui est un pôle de compétitivité dédié aux écomatériaux innovants, en la présence d'Antonio Molina, donc ici, qui est on a beaucoup de chance d'avoir Antonio Molina comme président. Le premier président du CBIO, c'était Gilles Boeuf, et pour ceux qui étaient là, donc dans les réunions précédentes au tout démarrage du projet. Donc Gilles Boeuf est l'ancien président du Muséum d'histoire naturelle, qui est aujourd'hui conseiller scientifique biodiversité auprès de la ministre Ségolène Royal. On a deux autres pôles de compétitivité qui sont membres fondateurs, Uptech sur les textiles innovants et IR sur des industries agro-ressources, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Oise, l'association chimie du végétal, Biomicré Europa, dont Tariq Chekchak et moi-même sont administrateurs, qui fait partie des associations, on va dire, citoyennes, un petit peu pionnières dans la promotion du biomimétisme en France, notamment auprès des médias et voilà, des citoyens. L'Institut Inspire, on a eu la chance d'avoir Emmanuel Delannoy hier, qui est aussi très engagé sur la problématique biodiversité et économie par le biais du biomimétisme. La Fondation UNIT, je ne sais pas si Thierry Buvat est encore là ce matin, mais donc qui travaille sur l'enseignement numérique, et on croit beaucoup au potentiel de l'enseignement numérique pour le développement de la formation technique en biomimétisme, la communauté de communes des Trois Forêts. Voilà. Ensuite, nous ont rejoint, on est de structures juridiques associatives, donc association loi 1901 d'intérêt général, à but non lucratif, et nos actions sont d'intérêt général, et donc on a tous ces industriels qui nous ont rejoints sur les derniers mois, donc les grands groupes industriels, les PME en bas à droite, et puis on a des collaborations évidemment avec des structures institutionnelles. On a le soutien du ministère de l'écologie, évidemment. On a mené une étude pour la région Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin, alors qui va s'appeler la Nouvelle Aquitaine. Je suis sûre que les deux autres sont super contents. On a des collaborations avec, évidemment, des écoles. On commence à avoir des collaborations avec des écoles d'ingénieurs. Et donc, vous comprenez bien que, je vous ai dit tout à l'heure, toutes les compétences sont là, mais que pour que ça puisse être approprié, pour qu'on puisse avoir une appropriation par les acteurs économiques, il va falloir quand même structurer un peu les choses. Et Biocon, donc, qui est l'homologue de CBIOS en Allemagne, ils ont mis 6 ans quand même à structurer les choses. Et bon, ils ont été aidés parce qu'ils ont eu quand même 8 millions d'euros pour pouvoir le faire. On n'en est pas là et on n'en demande pas tant. Mais voilà, ça donne un petit peu idée du travail qu'il y a à fournir quand même pour structurer ça et pour le faire proprement et pour pouvoir avoir dans quelques années des centres d'excellence et des centres hautement innovants comme ceux qu'ils ont pu avoir. Donc on mène beaucoup d'actions structurantes. Donc je vous disais, on a cartographié les compétences avec donc environ 140 projets, entre 130 et 160 projets de recherche, ça dépend comment on compte. Alors avec, pareil, on retrouve les mêmes tendances que ce que je vous ai montré tout à l'heure, des compétences majoritaires dans le domaine de la science des matériaux, dans le domaine de la chimie, puis ensuite on passe à la robotique et puis tous les autres sujets. Mais voilà, on a quasiment 50% qui se répartissent sur les matériaux, la chimie et les systèmes de l'information, ce qui est tout à fait en cohérence avec ce qui se passe à l'échelle internationale. On est très heureux d'avoir contribué, elle sera publiée la semaine prochaine, à une étude pour la région donc Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin. Ils sont venus nous chercher en nous disant, écoutez, nous on est convaincus de l'approche, mais on ne sait pas qui fait quoi, on ne sait pas comment s'y prendre, comment il faut faire pour que notre territoire se positionne sur ce sujet-là. On est sûr qu'il y a un intérêt, on est sûr qu'il y a un potentiel, mais comment on fait? Et donc on les a aidés à faire ça, on a fait une première étude, donc on est allé voir qui fait quoi, où, comment, on les a rencontrés, on les a interviewés, on est allé voir qui sont les acteurs qui seraient les plus pertinents pour prendre le relais sur des actions d'appropriation territoriale. Et donc ça sera publié normalement la semaine prochaine. Et ce sera mis évidemment en ligne sur le site. Et ça nous a donné l'idée de se dire, finalement, si on veut vraiment accélérer le processus,
Si on doit faire tout à l'échelle nationale tout seul, ça va prendre un temps fou. Et puis on va venir sur les plates-bandes des régions qui ont chacune leur propre organisation, chacun leurs propres axes stratégiques, ils ont envie d'être autonomes. Donc c'est tout simplement, aidons-les à être autonomes. Et donc on est allé voir le ministère de l'écologie en leur disant, écoutez, si vous devez nous aider sur une action pour être efficace et pour aller vite, nous, ce qu'on vous propose, c'est aidez-nous à coordonner ça et à faire en sorte que les territoires s'approprient la démarche. Et donc, on vient d'avoir la réponse positive du ministère, et donc on va mener avec eux une action de coordination interrégionale. Donc, on va rassembler autour de la table les représentants des régions qui sont aujourd'hui les plus en avance sur ces sujets-là et leur dire, voilà, vous avez des pépites sur vos territoires, vous avez un intérêt grandissant sur ces sujets-là. Comment on vous aide à vous organiser les uns et les autres pour que vous puissiez vous approprier la démarche, et nous, on peut vous accompagner là-dedans. On ne va pas le faire à votre place, mais on va vous accompagner là-dedans. Donc voilà, donc ça sera, je pense, une action qui peut accélérer considérablement les processus. Je vous le disais, on a un enjeu de formation. Alors on est très heureux on vient de finir une première session expérimentale d'un nouveau format de formation. Ça fait 2 ans qu'on fait de la formation de sensibilisation et d'introduction générale au biométisme. Alors au début, on l'avait fait pas mal sur le volet numérique, et puis on s'est aperçu que finalement, pour un format d'introduction, les gens, ils ont besoin d'être sur place, d'être en présentiel, de voir des choses, de rencontrer les autres. Et donc on a revu le format et on vient de finir une première session qui s'est très très bien passée en partenariat officiellement avec le Muséum d'Histoire Naturelle et l'Institut des Futurs Souhaitables. Donc en fait on fait 2 jours, plutôt que de montrer des PowerPoint, on fait 2 jours dans les grandes serres, à la Grande Galerie de l'Évolution. Et puis c'est absolument formidable de voir les cadres de la R&D des entreprises retomber en enfance et devenir des gamins à la Grande Galerie de l'Évolution. Et donc quand on les voit avec des étincelles dans les yeux, on se dit c'est bon, ça marche. Et ensuite, alors là on rentre après donc ça c'est la découverte un petit peu, la sensibilisation et l'imprégnation. Et après on rentre dans l'opérationnel, on revient ici et on fait 2 jours où on leur apprend, vous avez une problématique, comment vous faites pour pouvoir appliquer la démarche biométrique, comment vous faites pour aller chercher les bons modèles, etc. Et donc on essaie de leur faire tâter ces outils-là, et donc on fait 2 journées au CBIOS après. Donc on fait ça avec l'Institut des Futurs Souhaitables, et je vous recommande très fortement d'aller voir ce que fait l'Institut des Futurs Souhaitables. Ils ont une démarche extrêmement intéressante, très prospectiviste et très innovante de la pédagogie. Ils ont donc ça c'est la 2e formation qu'ils proposent en partenariat avec nous sur le biométisme, et sinon ils ont une formation qui s'appelle les Lab Sessions, et vraiment je vous encourage à aller voir ce qu'ils font, parce que c'est pour former les décideurs et en tout cas les acteurs de demain, c'est des formations qui sont extrêmement intéressantes. Et puis donc sur l'enjeu de la formation, donc là c'est la sensibilisation générale. Après il faut très vite aller plus loin, et donc là on retombe sur des expertises et sur des choses beaucoup plus précises. Et donc on va mettre en ligne très bientôt la cartographie des formations auxquelles nous avons contribué. Donc on s'est concentré sur l'Europe, parce que après ça commence à être compliqué de suivre tout ce qui se passe ailleurs. Et donc c'est une cartographie qu'on essaye de partager et de coordonner avec l'ensemble des réseaux homologues européens, parce qu'il y en avait pas mal qui étaient présents hier, d'ailleurs, des réseaux européens. Donc on a plusieurs collaborations avec Biomimicry UK, Biomimicry Norway, Biomimicry Netherlands, Biomimicry Belgium, Biomimicry Switzerland. On se connaît tous très bien, et donc on contribue tous collectivement à publier des outils comme ça. Et puis l'idée à terme, c'est évidemment d'avoir des cursus de formation, mais alors je pense que vous imaginez ce que ça veut dire que de mettre en place un nouveau cursus de formation, de convaincre la hiérarchie universitaire, de mettre un nouveau... Donc on se dit, on va faire en sorte que c'est eux qui ont envie de le faire et qu'on n'ait pas besoin de les convaincre. Et donc pour pouvoir aboutir à ça, on a réuni, alors c'est tout récent, le 23 juin, tout cet écosystème-là d'acteurs, les responsables pédagogiques de toutes ces écoles-là. Et on a fait le constat qu'on avait tous, en général, un semestre où il y avait des projets étudiants. Et tous les ans, on a de plus en plus d'étudiants qui viennent nous voir en disant on veut faire un sujet sur le biométisme, mais alors on est dans une école de textile, on n'a aucune connaissance en biologie, ou inversement, on est dans une école de biologistes, on n'a aucune connaissance en ingénierie. Et donc du coup, ils perdent un temps fou, ils réinventent à chaque fois la roue, ils refont le même état de l'art, et puis ils travaillent tous sur le fil d'araignée, et puis l'année suivante, les mêmes retravaillent sur le fil d'araignée. Donc c'était complètement pas constructif, et on s'est dit, essayons de nous coordonner un petit peu, et faisons en sorte que créer une communauté de projets étudiants chaque année,
où les différents étudiants de ces différentes écoles se rencontrent, puissent monter des projets limite en groupe, même si ce n'est pas formalisé, mais en tout cas qu'ils puissent communiquer entre eux, qu'on ait un lieu où l'information est disponible, et où, pourquoi pas, les différents les matériels, les laboratoires à disposition des différentes écoles puissent bénéficier à l'ensemble de la communauté, et éventuellement que certains cours même puissent être partagés en fonction de la typologie des projets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup d'écoles qui nous disent, finalement on choisit des projets parce qu'il faut en choisir un, mais on ne sait pas vraiment si ça correspond à une demande réelle. Et on se dit, ce qui pourrait être intéressant, c'est pourquoi pas que des industriels puissent soumettre des projets à ces étudiants et qu'ils puissent pendant plusieurs mois travailler sur des projets étudiants. Et on se dit que si on fait des concours annuels de recherche, concours annuels de produits sur des initiatives comme ça, je suis à peu près convaincue que si ça marche et qu'on fait ça à peu près bien, les écoles en elles-mêmes vont vouloir commencer à se positionner sur le biométisme, et puis c'est elles qui vont vouloir le faire, on n'aura plus besoin de les convaincre. Donc voilà, et puis on essaye de réfléchir aussi à des formations purement numériques, techniques. Et donc là, on va essayer, dès l'automne 2016, d'essayer de formaliser une formation, en tout cas une première formation sur les matériaux. Donc on va essayer de faire 16 heures de formation sur les matériaux en essayant de faire intervenir les laboratoires les plus remarquables français sur ce sujet-là pour que ce soit accessible aux ingénieurs de la R&D des grands groupes. Voilà, dans les actions structurantes, on participe aux travaux de normalisation et je suis très très heureuse, on a une délégation japonaise qui est présente aujourd'hui, donc mes collègues et amis maintenant japonais avec qui on travaille maintenant depuis plusieurs années autour de la normalisation, de l'enjeu de normalisation sur le biomimétisme et délégation japonaise qui est extrêmement impliquée dans la problématique de la structuration des connaissances du vivant pour pouvoir faire du biomimétisme, je vais y revenir tout à l'heure. Donc on travaille à la normalisation et on est en train de proposer un texte à l'AFNOR, donc l'Agence française de normalisation, sur biomimétisme et éco-conception. Parce que c'est pas parce qu'on fait du biomimétisme qu'on est éco-conçu, et pourtant le biomimétisme peut être un outil d'éco-conception, donc il fallait clarifier un petit peu tout ça, et donc on est en train de proposer un texte de normes sur ce sujet, on espère qu'il sera publié fin 2016. Donc voilà, une fois qu'on a structuré un peu tout ça, qu'on essaie de mettre un peu tout le monde d'accord, comment on fait émerger des projets. Et donc voilà, ça c'est pareil, c'est encore un autre enjeu. Les méthodologies, alors Pierre-Emmanuel qui est dans la salle, il en a répertorié 53. Pierre-Emmanuel, il fait sa thèse sur les méthodologies du biomimétisme et il est un des formateurs justement qu'on prend avec nous pour pouvoir faire ça. Il accompagne pas mal d'entreprises au biomimétisme maintenant. Et donc, il en a identifié 53 de méthodes du biomimétisme aujourd'hui. Donc, ceux qui sont spécialistes ont du mal à s'y retrouver. Alors, je vous laisse imaginer des gens qui n'y connaissent rien. Et donc, il faut pouvoir accompagner l'émergence de projets. Et pour pouvoir accompagner cette émergence de projets, on s'est dit, finalement, il y a plein de groupes. Alors, il y en a qui sont très en amont, il y en a qui sont très en avance, il y en a qui vont prendre des risques, il y en a qui vont individuellement se dire, oui, moi, je vais prendre un ingénieur, je vais le mettre plusieurs années sur le biométisme, je vais prendre des thésards, des postdocs, je vais collaborer avec le muséum. Ce n'est pas le cas de la majorité des gens. Il y a pas mal de groupes industriels qui se disent aujourd'hui, bon, je veux bien voir ce que ça va donner et puis on verra si ça m'intéresse ou pas. Et donc pour pouvoir répondre à ces demandes-là, on a développé différentes méthodologies et outils. Et le premier qu'on a lancé, c'est des groupes de travail. Et le premier qu'on lance, de groupe de travail, c'est sur l'habitat bio-inspiré. On en est à peu près à 1 an de travail. Alors on a autour de la table l'ensemble des membres adhérents que je vous ai énumérés tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour réfléchir à l'habitat, donc on a des biologistes bien sûr, puisqu'on fait du biomimétisme, mais on a des designers, des architectes, des constructeurs, des urbanistes, des aménageurs, des pôles de compétitivité, des entreprises qui sont spécialisées dans les matériaux, dans la gestion de l'eau. Donc on a un petit peu tout l'écosystème de gens qui se sentent concernés par l'habitat. Et donc l'objectif de ce groupe de travail, ça a été, déjà pour commencer, on est comme tout travail un petit peu exploratoire et de recherche, on fait un état de l'art. Et donc je vous encourage vivement à aller regarder le fabuleux état de l'art que nous a fait Anne-Lynne Letard, qui travaille avec l'équipe Cebios. Elle a fait un travail absolument remarquable. Le rapport, il est sur le stand du Cebios. Donc on s'est dit, voilà, on ne va pas à chaque fois réexpliquer à tout le monde et aux nouveaux adhérents et aux nouveaux participants au groupe c'est quoi les enjeux, ou qui fait quoi où. Donc on s'est dit, on va faire un état de l'art pour remettre tout le monde d'accord. Et puis, on a essayé de réfléchir tous collectivement à, finalement, OK, on va monter des projets court terme, mais c'est quoi la vision? C'est quoi la vision de l'habitat qu'on partage tous? Donc, on a pas mal brainstormé avec tous les angles de vue différents dont je vous parlais, designer, architecte, urbaniste. Donc, chacun a évidemment ses portes d'entrée différentes, ses sensibilités différentes, ses leviers et ses freins différents. Et donc, on a essayé de constituer un cahier des charges tous ensemble. Et puis, ce cahier des charges, on est venu le confronter et l'enrichir avec le biomimétisme. Et donc, on espère pouvoir bientôt proposer une première version d'un cahier des charges de l'habitat bio-inspiré. Après, l'habitat
BBC, après l'habitat BPOS, après voilà, toute cette évolution de la réglementation et de la vision de l'habitat durable tel qu'on l'imagine, bah, ça veut dire quoi? L'habitat bio-inspiré. Donc ça c'est très bien la vision, mais bon voilà, on a donc beaucoup d'entreprises autour de la table, donc il faut aussi des choses qui soient très opérationnelles à court terme. Et donc on essaie de monter des projets très précis à court terme. Et donc on en a identifié par exemple quelques-uns sur l'efficacité énergétique. Qu'est-ce que le biométisme apporte pour réfléchir à l'efficacité énergétique des bâtiments? Qu'est-ce que le biométisme apporte dans la réflexion sur la qualité de l'air, sur la qualité de l'eau, hein, pour traiter l'air, traiter l'eau, ou faire en sorte qu'il soit moins pollué, en tout cas dans les matériaux de base qu'on va utiliser. Et aussi dans des enjeux écosystémiques, hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'on repense finalement l'habitat, non pas comme une entité, un objet qu'on vient placer sans aucun rapport avec son environnement, mais comment on va traiter la question de l'habitat comme un objet qui doit, j'ai pas envie de dire être vivant, mais pourquoi pas presque, hein, adopter cette image-là, hein, d'un bâtiment régénératif qui va séquestrer de l'énergie, qui va purifier l'air, purifier l'eau, qui va accueillir de la biodiversité, bref, rendre exactement les mêmes services écosystémiques que l'écosystème qui l'a remplacé, puisque si on veut des villes et des habitats durables, c'est bien ça la question, c'est pas de se poser la question de comment on va faire revenir la nature en ville, mais plutôt de se poser la question comment nos bâtiments et nos infrastructures réintègrent des cycles qui sont des cycles biologiques, chimiques, physiques, et donc voilà, donc c'est ça l'enjeu. Il y a un autre, donc vous avez tous vu qu'il y a un gros enjeu matériaux, donc on n'échappe pas à cette règle-là. Et donc on a la plupart des industriels qui sont très intéressés aujourd'hui pour travailler sur les composites bio-inspirés. On a 3 pôles de compétitivité fondateurs qui sont très intimement liés à la problématique matériaux. Donc avec eux, et en concertation avec eux, on va réfléchir à comment voilà, s'approprier cette démarche-là et créer une réelle dynamique matériaux bio-inspirés, composites bio-inspirés dans le cadre des activités du CBIOS. Et puis on a aussi des... Alors c'est loin d'être exhaustif, hein, tout ça, on fait plein d'autres choses, mais dans les projets qui nous tiennent vraiment à cœur et les projets où on pense que c'est vraiment notre rôle d'être cette fois meneur de projet, pas juste amorceur de projet, mais vraiment meneur de projet, c'est sur les bases de données du vivant, parce que, et ça, alors, une fois de plus, on est très heureux de pouvoir travailler avec le Japon sur ces sujets-là. Voilà, une entreprise, elle ne sait pas comment aller chercher le bon modèle biologique. Enfin, là, finalement, quel est le bon modèle biologique auquel je vais devoir me référer si j'ai une problématique? Où sont les experts? Enfin, voilà, je ne sais pas faire. La donnée, elle est colossale. Il y a 10 millions d'espèces, hein, à peu près, estimées sur Terre. Tout ça est caractérisé de façon différente. Il y a des collections, il y a des publications, il y a des experts. Donc tout ça est complètement atomisé, hein, comme données. Donc comment quelqu'un qui n'est pas biologiste, ou même un biologiste il s'y retrouve pas, comment on fait? Donc on a, heureusement, je vous parlais tout à l'heure de la coévolution des connaissances du vivant et des techniques. On a maintenant des technologies de l'information et d'analyse de l'information qui sont absolument remarquables. Et voilà, comment on fait en sorte que tous les efforts qui sont faits par des biologistes pour structurer la connaissance du vivant puissent être mises en parallèle et en cohérence d'outils développés par des ingénieurs et pouvoir faire le pont entre les deux et qu'on puisse enfin tirer profit de cette richesse inestimable de connaissances en biodiversité qui sont complètement inexploitées. On entend beaucoup parler par exemple du papillon morpho, hein, et sa coloration structurale. Mais j'ai eu la chance de pouvoir aller visiter les collections cachées d'entomologie du Muséum d'histoire naturelle, et donc il ouvre des placards entiers remplis donc d'insectes avec des couleurs plus fascinantes les unes que les autres, et chacun de ces modèles est absolument remarquable du point de vue technique, et tout ça dort tranquillement dans des placards et n'est absolument pas valorisé. Et donc justement le Japon a déjà commencé des travaux sur l'exploitation des données entomologiques notamment, mais aussi des données marines pour pouvoir surface, pour pouvoir exploiter ça du point de vue de l'ingénierie. Et puis on a un rôle évidemment très important de communication et de diffusion de l'approche. Alors je compte même plus le nombre de conférences qu'on a données, mais je pense qu'en 2015 ça devait être plus de 70 conférences. On a sur le stand du CBIOS, on a une revue de presse qui fait je sais plus de 300 pages, donc on a plus de 500 apparitions médiatiques, donc c'est très important, c'est extrêmement important que les gens en entendent parler. Et puis, donc ça c'est le grand public, mais on a aussi la volonté de pouvoir fédérer une fois les académiques, hein, aussi, même si on ne se substituera jamais aux académiques. On a organisé avec le ministère de l'écologie et le Muséum d'histoire naturelle un événement au mois de décembre 2015 dans le cadre de la COP qui permettait de faire un petit point sur voilà, où sont les grands enjeux en termes de recherche académique sur le biométisme en France. Et donc voilà, on a fait ça en 2015. Et puis toujours, alors cette fois-ci on a un intermédiaire entre voilà, l'académique et le grand public. Vraiment, allez voir, ils sont diffusés dans une des salles à côté et puis ils sont en ligne. On est coproducteur d'une petite série de films, de 30 films de 4 minutes.
absolument remarquables qui ont été produits par la belle société production, qui a fait vraiment, qui il y a 2 ans est venu nous voir en nous disant écoutez, nous, le biométisme, on trouve ça génial. Il manque un message accessible et pourtant rigoureux du biomimétisme et de ce qui se passe en France sur ces sujets-là. Donc élaborons ensemble, avec le CNRS, avec le Muséum d'Histoire Naturelle, une première série documentaire de 30 films. Et voilà, c'est un succès fou. Ils ont été primés à Deauville sur certains des épisodes. Et il y a une grande chaîne, je ne dirais pas laquelle, qui veut aujourd'hui leur proposer de faire une série documentaire beaucoup plus longue, avec un panorama international de ce qui se passe. Donc vraiment, allez les voir, ils ont fait vraiment un superbe boulot on va dire de diffusion et un nouvel outil de communication pour sensibiliser aussi bien le grand public que les entreprises. Voilà. Donc je vous encourage vraiment à le faire. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis à votre disposition bien sûr pour répondre à toutes questions que vous pourriez avoir sur le projet. Merci Kalina. Oui, on est un chouïa en retard. Vous avez donc à 11 h, on va fusionner a priori les 2 groupes. Il y a une balade sur le patrimoine du quartier d'honneur et en même temps, Tariq Chakchak, qui est cofondateur de Biomécrie Europa et qui travaille avec l'équipe Cousteau, va se joindre au groupe. On va fusionner les 2 groupes de 11 h. Rendez-vous au stand accueil là-bas pour faire une balade dans le quartier d'honneur avec des commentaires sur tout un tas d'innovations inspirées du vivant qu'on peut observer autour de nous, au pied des arbres ou sous nos pieds, et dont on ne se rend pas toujours compte. Donc pour cette balade à la fois sur le patrimoine et sur des exemples de biomimétisme avec Tariq qui arrive là, mais il vient ici pour tester son ordinateur pour sa conférence absolument géniale à midi à laquelle il faut assister. Mais pour ceux qui veulent le suivre dans le quartier d'honneur, rendez-vous là maintenant au stand d'accueil, les tentes que vous avez croisées en arrivant. Juste avant, si vous avez 1 ou 2 questions pour Kalina, c'est le moment. Sur le CBio, sur ce qui se passe ici, sur le développement, etc. Si vous avez 1 ou 2 questions. Oui, Jérôme. Quelles sont les conditions pour une entreprise, par exemple, pour intégrer le site ? On est une association, alors il y a 2 possibilités, alors on va parler pratico-pratique et financier. Il y a être adhérent, et être adhérent, ça permet de participer au groupe de travail, ça permet d'accéder au réseau, et puis après sur des demandes spécifiques type études, type pré-études, accompagnement plus spécifique individuel, là c'est de la prestation. Et en termes d'adhésion, on s'est calqué sur la grille tarifaire typiquement des pôles de compétitivité, puisqu'au final ce qu'on fait c'est un peu le rôle de ce que fait un pôle de compétitivité dans son domaine. Donc voilà, donc c'est une grille d'adhésion tout simplement. Une autre question sur le CBIOS? Oui, bonjour. En termes de formation, pour un jeune qui souhaiterait s'orienter dans cette filière-là, en local, j'ai vu l'UTC de Compiègne par exemple. Est-ce que vous avez des exemples pour orienter quelqu'un qui souhaiterait... Alors, je vous répète ce que je vous disais tout à l'heure. C'est bien d'avoir une formation biométiste, ça n'a pas beaucoup de... Enfin, il n'y aura pas vraiment de cursus biomimétisme parce que ça s'adapte tellement à tous les domaines que voilà, c'est plutôt avoir un champ disciplinaire de compétences fort auquel vous venez associer de la biologie. C'est plutôt ça qui va être pertinent. Et effectivement, l'UTC, j'en ai parlé hier avec des étudiants de l'UTC, peut-être dans la salle, vous êtes là, voilà, ils ont un stand aussi. J'ai parlé avec Samuel Veyret aussi hier, qui est on va dire, l'équivalent de la cellule de valorisation de l'UTC. Il est en train de se développer des cursus, des modules de formation sur biomimétisme à l'UTC aussi. Et je vous dis, on va publier une cartographie des formations disponibles aujourd'hui en France sur ce sujet-là. Marilène, je ne sais pas si elle est arrivée, qui a fait l'état de l'art sur les formations, pourra aussi vous renseigner. Mais j'ai envie de dire, voilà, ayez votre cœur de compétences, une thématique, choisissez une thématique, j'en sais rien, matériaux, mécanique, comme monsieur tout à l'heure, ou autre, à laquelle vous venez associer des connaissances de base de biologie et surtout essayer de... Après, passer dans des labos, dans des entreprises qui le pratiquent pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire en termes de pratique, de pouvoir avoir le dialogue entre les disciplines. Il faut des compétences de base, enfin il faut des connaissances de base de biologie, mais vraiment de base. Et ensuite, surtout, il faut apprendre surtout à travailler avec l'autre compétence. C'est surtout ça que ça apprend, c'est surtout apprendre à travailler avec l'autre et savoir aller chercher
l'information pertinente. Et aujourd'hui, on n'est pas formé à aller chercher les informations pertinentes. Mais pour pouvoir aller chercher une information pertinente de biomimétisme et de biologie, il faut quand même savoir un tout petit peu, un minima, comment fonctionne la biologie. Donc c'est pas forcément aller très loin dans la biologie, mais avoir un niveau de base quand même minimal sur le sujet.